La scène ressemble à un banal accident de voiture. Jusqu'à ce qu'un agent de la sécurité routière, sans formation médico-légale, soupçonne qu'il s'agit de toute autre chose. Il faudra un volant tordu, une caméra de surveillance et des calculs complexes de trajectoire pour établir la véritable cause du décès d'une jeune femme. Un homme fasciné par les belles de nuit terrorise toute une ville. Une course contre la montre s'instaure pour mettre hors d'état de nuire ce tueur multirécidiviste. Le temps presse, car c'est apparemment une personnalité au-dessus de tout soupçon. Sans son arrogance, une vieille basket et un fragment de projectile, la police ne l'aurait peut-être jamais arrêté. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Deux nouvelles histoires inédites sont au menu des enquêtes impossibles d'aujourd'hui. L'affaire que nous allons suivre tout de suite raconte le combat d'un modeste agent de la circulation pour établir la vérité contre l'avis d'experts scientifiques chevronnés. Tony Snyder, agent de la sécurité routière, rentre chez lui après son service de nuit. Il reçoit alors un appel concernant un accident de la route à la sortie de Princeton, dans le Minnesota. C'était peut-être à 15 km de chez moi. Alors j'ai accepté d'y aller. Lorsque Snyder arrive, il s'aperçoit que cet accident a mis en cause deux véhicules. Apparemment, une Jeep aurait heurté une voiture en panne abandonnée sur le bord de l'autoroute. Quand j'ai rencontré l'adjoint, il m'a informé qu'il y avait un mort, la passagère de la Jeep rouge. L'autre véhicule accidenté était inoccupé. J'ai vu les ambulanciers s'occuper d'un homme qui était couvert de sang et qui hurlait. Le conducteur de la Jeep, Steve Ollerman, est hospitalisé d'urgence dans le secteur. La passagère de Steve, sa femme Deborah, âgée de 41 ans, est morte. Tout le monde la connaissait. Elle était très appréciée. Les gens n'en revenaient pas, ils étaient sous le choc. Tous ceux qui connaissaient Deb l'aimaient beaucoup. Elle savait mettre de l'ambiance. Les gens appréciaient sa compagnie parce qu'elle était agréable à fréquenter. Steve Ollerman, le conducteur de la voiture accidentée, est soigné pour des blessures sans gravité. Les analyses toxicologiques n'ayant pas révélé la présence de drogue ou d'alcool dans son organisme, il quitte l'hôpital et explique aux enquêteurs qu'après avoir fait des courses, il a regagné son domicile en compagnie de Deborah, son épouse. Soudain, sa Jeep a quitté la route sans explication et a heurté un véhicule en stationnement. Je lui ai dit, vous vous rappelez ce que vous avez heurté? Il a répondu, oui, j'ai percuté une voiture. J'ai demandé, vous savez où était la voiture? Il a répondu, oui, elle était sur le bas-côté. J'ai dit, vous avez vu la voiture quand vous l'avez percutée? Et il a répondu, oui, j'ai vu les feux arrière. Ensuite, je lui ai demandé s'il avait essayé d'éviter la collision et il a répondu qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. Le côté avant droit de la Jeep percute le côté arrière gauche de la voiture garée. Steve affirme qu'il roulait à 100 km/h au moment de l'accident. Sa ceinture était alors attachée, mais pas celle de Deborah. Ça ne lui ressemblait pas du tout, elle était très pointilleuse pour la ceinture de sécurité. Et elle insistait toujours pour que les autres la mettent aussi. Lors de l'autopsie de Deborah, le médecin légiste découvre des fractures du crâne et la preuve que son cerveau a été violemment secoué à l'intérieur du crâne, d'un côté à l'autre. Les découvertes du médecin qui a pratiqué l'autopsie laissent à penser que c'est un accident de voiture qui a causé la mort. Les traumatismes et les blessures qui ont été observés, la fracture du crâne, les lésions du cerveau, tout cela peut concorder ou aurait pu concorder avec un décès causé par un accident de voiture. Bien que l'agent Tony Snyder ne soit pas médecin et n'ait aucune formation médico-légale, il a du mal à croire au rapport du légiste. J'en étais malade quand je l'ai entendu prononcer ces mots, parce que je me suis dit que j'étais dans une impasse. Je n'étais pas à l'aise dans cette situation, mais pour être tout à fait franc, je me sentais déchiré. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Snyder est perplexe parce que cet accident ne semble pas suffisamment grave pour avoir causé la mort. De plus, il a déjà vu pas mal d'accidents dans sa carrière. J'ai déjà vu des accidents où les gens avaient la tête qui était carrément passée à travers le pare-brise,
mais ils arrivaient à parler. Alors que là, le pare-brise n'était pas cassé, il était simplement craquelé. Snyder trouve aussi que la quantité de sang présente dans la voiture ne concorde pas avec les blessures de Deborah. Il y avait beaucoup de sang dans le véhicule. Je n'avais jamais vu autant de sang dans un accident de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai vu des centaines. Médecins légistes et enquêteurs concluent que la mort de Deborah Ollermann est due au traumatisme crânien qu'elle a subi lors du choc entre les deux voitures. Tony Snyder ne partage pas ce point de vue. Il estime que la quantité de sang retrouvée sur le siège passager est inhabituelle, donc suspecte. Mais comment un agent de la circulation, habitué à dresser des procès-verbaux, peut-il mettre en doute un rapport d'expert? Tandis que Snyder doute qu'il puisse faire entendre sa voix, la famille de Deborah Ollermann s'insurge contre le laxisme de la police et un appel téléphonique anonyme offre à l'enquête des nouvelles perspectives. Comment une voiture peut-elle rester sur le bas-côté de la route pendant plusieurs jours? Est-ce que quelqu'un n'est pas chargé d'enlever la voiture dans ce genre de cas? L'agent de la police routière, Tony Snyder, s'intéresse moins à la voiture abandonnée qu'aux compétences de Steve Ollermann en matière de conduite. Il est persuadé que ce dernier ne dit pas toute la vérité. Je lui ai demandé si un cerf avait surgi, s'il jouait avec les boutons de son autoradio, s'il était en train de téléphoner. Je lui ai demandé s'il avait eu un malaise, une absence, un vertige, s'il s'était endormi. Mais il n'avait quitté la route pour aucune de ces raisons, il a simplement dit qu'il ne savait pas. Steve explique aux enquêteurs que Deborah et lui avaient fait des courses et qu'ils rentraient chez eux lorsque l'accident s'est produit. Snyder vérifie donc la version de Steve en visionnant les images filmées par les caméras de surveillance du magasin. Ces images montrent les Ollermann dans le magasin ce soir-là, mais ils sont partis plusieurs heures avant ce qu'affirme Steve. Il a quitté le dernier magasin vers 19h30 et on m'a appelé pour que j'aille sur le lieu de l'accident à 22h. Il aura donc fallu un certain temps pour parcourir une trentaine de kilomètres. En outre, les articles achetés par les Ollermann au magasin ne se trouvent pas dans la Jeep au moment de l'accident. Où sont donc les Ollermann entre 20 et 22 heures? Un appel anonyme fournit un indice à Tony Snyder. Il n'y avait pas de nom, pas de moyen d'identifier la personne. On nous a simplement appelé pour nous dire que Steve Ollermann avait une liaison. Ça a éveillé notre intérêt. On s'est dit qu'il y avait des éléments qui nous échappaient dans cette affaire et qu'on devait vraiment se pencher dessus. Bizarrement, tous les amis de Deborah sont au courant de cette liaison et il semble que Deborah le soit aussi. Elle était au courant de cette liaison et elle comptait le mettre au pied du mur. C'était certain. Ses amis nous l'ont dit. Les enquêteurs finissent par découvrir l'identité de la petite amie de Steve. Elle travaille dans l'hôpital de la région où Steve est superviseur de laboratoire. Lorsqu'on l'interroge, elle avoue ouvertement cette liaison. En fait, elle a dit qu'ils se voyaient depuis un an. Ils étaient amoureux, ils sortaient ensemble, et elle a reconnu qu'elle avait eu des rapports sexuels ce jour-là, dans son chalet. Le chalet est la résidence d'été des Ollermann à Green Lake. Il ne se trouve qu'à 2 km du lieu de l'accident. Avec un mandat, les enquêteurs fouillent le chalet et trouvent des preuves confirmant la version donnée par la petite amie de Steve. Il y avait un lit qui, de toute évidence, avait servi récemment, d'une façon ou d'une autre. Les enquêteurs découvrent aussi que Steve et Deborah sont passés au chalet avant l'accident de voiture. Plusieurs des articles achetés ce soir-là se trouvent à l'intérieur du chalet. Snyder décide donc d'examiner de plus près la Jeep des Ollermann ainsi que le lieu de l'accident. Steve affirme qu'il roulait à 100 km/h au moment de la collision. Les experts en reconstitution d'accident ont les moyens de le confirmer. Si une voiture est percutée à l'arrêt, la distance qu'elle parcourt après l'impact indique à quelle vitesse elle a été percutée. Cette théorie repose sur une des lois physiques de Newton, à savoir la conservation du moment cinétique. Quand un objet en frappe un autre, comme dans cette expérience, son moment est transféré à l'autre. Par conséquent, la vitesse de la première bille est égale à celle de la dernière. Le poids des deux voitures, plus la friction entre les pneus et la surface de la route,
sont à prendre en compte dans l'analyse. Un coefficient de friction n'est en fait qu'une mesure précisant combien la surface est glissante. C'est donc un élément capital. Mais il y a autre chose. Les angles qui entrent en jeu dans l'approche et le départ de la zone d'impact pour les véhicules impliqués dans une collision semblable. Skoglund utilise un équipement topographique pour mesurer la distance parcourue par la voiture garée après l'impact, ainsi que les angles d'impact. Un programme informatique réalise les calculs physiques et fournit les résultats. La Jeep de Steve roulait à une vitesse d'environ 65 km/h lorsqu'elle a percuté la voiture garée et non pas à 100 km/h comme le prétend Steve. Ces calculs prouvent aussi que Steve aurait eu assez de temps pour éviter la voiture à l'arrêt. Il avait un peu plus de 2 secondes entre le moment où il a quitté la chaussée et l'impact. Il a reconnu qu'il avait vu les feux arrière du véhicule, qu'il n'avait pas fait d'embardée, qu'il n'avait pas freiné, en prétendant qu'il n'avait pas eu le temps. La première intuition de l'agent Tony Snyder se confirme, alors que de nouveaux indices étoffent le dossier. Tout d'abord, Steve Ollermann avait une maîtresse, et sa femme menaçait de le quitter s'il ne mettait pas fin à sa liaison. Ensuite, les calculs d'impact et de trajectoire de la Jeep attestent que Ollermann a menti aux policiers en affirmant qu'il roulait à 100 km/h au moment de l'impact. Enfin, il est étrange que Deborah n'ait pas survécu à un choc apparemment sans grande gravité. Preuve à l'appui, les enquêteurs se rallient bientôt à l'hypothèse de Tony Snyder. Il conclut avec lui que puisque Deborah n'a pas péri accidentellement, elle a été tuée par son mari. La famille de la jeune femme accueille cette nouvelle avec stupéfaction et incrédulité. Les gens se disaient, pauvre homme, il a perdu sa femme, il souffre depuis 1 mois. Et maintenant on lui fait ça. Mais Tony Snyder, l'agent de la sécurité routière, craint que Steve n'ait commis le crime parfait. Je n'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Pour le repas de Pâques chez mes parents, je n'ai pratiquement rien mangé. Ils ont cru que j'étais fâché contre eux, que j'en voulais à la famille, ou bien que j'étais malade. J'étais tellement obsédé par cette affaire que ça me coupait l'appétit. J'avais peur de me retrouver dans une impasse. De ne pas pouvoir élucider cette affaire, je n'arrivais à déboucher nulle part. Puisque l'autopsie de départ a conclu à la mort accidentelle de Deborah, Snyder demande un deuxième avis au docteur Gianni Amatuzio. J'ai regardé les photos du véhicule, je ne les avais pas encore vues, et j'ai regardé les blessures. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui nous échappait et qu'il fallait davantage enquêter sur cette affaire. Il y avait beaucoup trop de sang à l'intérieur du véhicule. Le docteur Amatuzio désire examiner personnellement la Jeep des Ollermann. Il faut dire que l'avenir de Steve Ollermann était en jeu. La vérité sur la mort de Deborah Ollermann était en jeu. S'il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'on avait pour but de découvrir la vérité. Le docteur Amatuzio a approximativement la même taille et le même poids que Deborah. Elle fait donc quelque chose d'extraordinaire. Elle enfile une tenue de protection et monte dans la voiture tachée de sang. C'était un peu sinistre. Ça donnait à réfléchir. Je me suis rendu compte que j'étais assise à l'endroit où Deborah Ollermann était assise juste avant de mourir. La première chose qu'elle remarque, c'est que la traînée de sang sur le pare-brise porte ce qui ressemble à une empreinte de textile. En fait, on aurait dit le gros pull en maille que portait Deborah au moment de sa mort. C'était une découverte capitale, parce qu'elle prouve que Deborah saignait avant que l'accident ne se produise. Il n'y avait qu'une seule explication pour cette quantité de sang à l'intérieur du véhicule au moment de la collision. Deborah Ollermann était déjà en sang avant l'accident. Autrement dit, elle avait été blessée avant l'impact. Sinon, elle n'aurait pas eu autant de sang sur son pull, sur ses cheveux, sur son visage. Un autre élément confirme que Deborah saignait avant l'accident. Du côté du passager, sur la vitre arrière, on voyait que le sang provenait du siège et avait coulé le long de la vitre.
La forme en L fait une fois de plus appel aux lois de la physique. Quand du sang coule le long de la vitre d'une Jeep qui roule à 65 km/h et qui s'arrête brusquement, tout dans la Jeep, y compris le sang, continue à avancer. Les scientifiques pensent que c'est ce qui est à l'origine de cette forme en L. Ces trois dernières preuves sont capitales pour comprendre les événements qui ont précédé et suivi la collision. On trouve du sang de Deborah sur la manette servant à régler le siège du conducteur. Le siège du conducteur sur lequel se trouvait Steve Ollermann avait été reculé au maximum. Le volant est tordu et les enquêteurs découvrent une empreinte provenant de la chaussure de Steve sur la vitre du côté du passager. Cela prouve que Steve a reculé son siège après avoir été en contact avec le sang de Deborah. Il a ensuite empoigné le volant pour s'y cramponner avant la collision. On découvre également que Steve Ollermann a tenté de casser la vitre du passager après l'impact. À mon avis, il a essayé de casser la vitre sur les lieux de l'accident. Il lui fallait du verre parce qu'il y avait beaucoup de sang, mais aucune trace de verre brisé. Grâce au docteur Amatuzio, les présomptions de l'agent Snyder se transforment en preuves matérielles. Si Deborah saignait déjà dans la voiture avant le choc et si son mari a essayé de briser la vitre de son côté, cela atteste qu'il l'a assassinée et qu'il a tenté ensuite de maquiller son crime en accident. Il ne reste plus qu'à découvrir l'objet contondant dont il s'est servi pour fracasser le crâne de sa femme. Le docteur Amatuzio passe au peigne fin l'intérieur de la Jeep. Elle finit par découvrir que le bouton de réglage du rétroviseur extérieur pourrait bien être l'arme du crime. Ce bouton de réglage était couvert de sang et de longs cheveux bruns. Il m'a paru évident que ce bouton était l'instrument qui se trouvait à l'origine des 4 lacérations sur le cuir chevelu de la victime. Et selon toute vraisemblance, des fractures qu'elle avait au niveau du crâne. Ces éléments prouvent que Steve a tué Deborah en frappant sa tête à plusieurs reprises contre le bouton de réglage. Elle a été frappée fort, très fort même. Lorsque la mort est la conséquence de coups et blessures, on considère qu'il s'agit d'un homicide. Steve Ollermann est arrêté et accusé du meurtre de Deborah. Il s'est montré surpris, stupéfait quand on l'a arrêté. Et quand je lui ai passé les menottes et que je l'ai fait monter dans ma voiture, il m'a appelé Tony. Il voulait me parler, il m'a demandé « Tony, pourquoi est-ce qu'on me fait ça ?» comme si on était amis. Je suis parti en voiture jusqu'à un parc, je me suis arrêté et j'ai lu très attentivement le rapport sur l'affaire. À ce moment-là, des images me sont venues à l'esprit en lisant les résultats de l'enquête. La maîtresse de Steve Ollermann avoue avoir passé l'après-midi avec Steve dans le chalet d'été des Ollermann. Plus tard dans la soirée, vers 19h, Steve et sa femme Deborah vont faire des courses ensemble et rapportent leurs achats au chalet. Deborah a pu s'apercevoir que Steve était venu peu de temps avant avec sa maîtresse. Quoi qu'il en soit, les preuves suggèrent qu'une dispute a éclaté à ce moment-là et qu'elle a pris une tournure violente. Alors qu'il est dans la Jeep, Steve frappe à plusieurs reprises la tête de Deborah contre le bouton du rétroviseur et la vitre, entraînant les lésions cérébrales qui la tueront. Steve essaie alors d'imaginer un moyen de camoufler le meurtre. Alors qu'il rentre chez lui en voiture, il voit un véhicule garé sur le bas-côté de la route et décide de simuler un accident. Il met la Jeep en position, recule son siège avec les mains tachées de sang, s'assure que sa ceinture est attachée alors que celle de Deborah ne l'est pas, puis se cramponne en prévision de l'impact. La Jeep parcourt une quarantaine de mètres à 65 km/h et va droit dans le côté arrière gauche de la voiture à l'arrêt. Le bras ensanglanté et le pull de Deborah heurtent le pare-brise, prouvant ainsi que la victime saignait avant la collision. Après l'accident, Steve essaie de casser la vitre pour que la collision paraisse plus grave, mais un automobiliste de passage s'arrête pour offrir son aide avant que Steve ne parvienne à ses fins. Je suis convaincu qu'il avait dans l'idée de camoufler son crime.
J'ignore s'il avait tout prévu avant de la frapper et de la tuer, mais je pense qu'il a effectivement cherché un moyen de maquiller le meurtre et de le faire passer pour un accident de la route. On a découvert assez rapidement certaines choses. Par exemple, la vitesse à laquelle il roulait, le déplacement du siège et pas mal d'autres choses. Je pense qu'une fois qu'on a su qu'il avait frappé sa femme et comment la soirée s'était passée, plus rien ne pouvait vraiment nous surprendre. Lors de son procès, Steve Ollermann plaide non coupable. Oh certes, il reconnaît avoir frappé sa femme au cours d'une dispute, mais jamais il n'a eu l'intention de la tuer. La querelle a commencé sur le parking d'un magasin. Le couple projetait de redécorer leur chalet et Deborah reprochait à son mari de ne pas avoir de goût dans ses choix de robinetterie. Steve aurait alors commencé à perdre la tête, hurlant que quoi qu'il fasse, rien n'était jamais assez bien à ses yeux. Puis la dispute s'est violemment prolongée à l'intérieur de la voiture. Ollermann a fini par violemment cogner à plusieurs reprises la tête de sa femme sur la portière. Deborah a réussi à s'enfuir. Alors il a repris ses esprits, l'a rattrapée, s'est excusé et l'a installée dans la voiture pour l'emmener à l'hôpital. Sur le chemin, elle lui disait que tout allait bien et qu'il devait continuer à rouler. Selon lui, il a ensuite heurté accidentellement la voiture en stationnement au bord de la route. Cette version des faits ne convainc pas le jury. Il le reconnaît coupable d'homicide sans préméditation et le juge le condamne à une peine de 30 ans de réclusion. C'est l'affaire la plus fascinante sur laquelle j'ai travaillé en 15 ans de carrière. Si on regarde assez attentivement, la scène commence à parler. Tout dépend de l'attention qu'on lui porte. Il faut un intérêt méticuleux pour le détail. Au fil des années, j'ai appris que si on regarde bien, on finit par obtenir les réponses que l'on cherche. Sans une observation minutieuse des preuves et sans l'aide de la science pour reconstituer l'accident, la mort de Deborah Ollermann aurait pu continuer à passer pour un accident et son mari serait en liberté. On a adopté Tony Snyder comme héros de la famille. Les agents de la sécurité routière n'enquêtent pas sur des meurtres. Ils mettent des contraventions. Mais lui a fait tout ça alors qu'il n'avait aucune expérience pour mener ce genre d'enquête. Il est allé voir ses supérieurs et ils lui ont laissé la possibilité de suivre son instinct. Il faut absolument qu'on remercie tous ceux qui ont fait en sorte d'apporter la paix dans notre famille. Tony Snyder a repris son poste habituel d'agent de la sécurité routière. Cette affaire est son premier contact avec l'univers médico-légal, mais peut-être pas le dernier. Je suis certain que je ne reverrai jamais rien de semblable dans toute ma carrière. Mais si l'occasion se présente, je suis prêt. Les parents, les amis et le fils d'Ollermann refusent de croire à sa culpabilité, le décrivant comme un être sociable et pacifique. Rappelons que, dans un premier temps, les enquêteurs avaient cru eux aussi à la thèse de l'accident, l'attitude conciliante d'Ollermann l'ayant provisoirement disculpé. Sans la perspicacité de l'agent Tony Snyder et son expérience acquise sur la scène de plus de 500 accidents de la route, un meurtrier serait sans doute parvenu à commettre le crime parfait et à refaire sa vie avec sa maîtresse en toute impunité. Notre second récit est une hallucinante descente aux enfers. Imaginez une prospère bourgade californienne plongée du jour au lendemain dans la psychose provoquée par un tueur en série. L'agriculture est un secteur privilégié à Bakersfield, en Californie. Le climat y est agréable, le relief plat et le système d'irrigation des plus sophistiqués. En 1986, des randonneurs découvrent qu'un crime a été commis dans un canal d'irrigation. Ils retrouvent le cadavre en décomposition d'une jeune femme. Je me suis dit que le corps avait été jeté plus haut dans le canal et qu'il avait flotté jusqu'à l'endroit où on l'a découvert. Le cadavre a passé plusieurs jours dans l'eau et les traces susceptibles d'expliquer son histoire ont été effacées. Il n'y avait pas de preuves physiques à part les habits que portait le corps lorsqu'il a été retrouvé. L'autopsie ne laisse aucun doute.
il s'agit d'un meurtre. On a découvert plusieurs plaies par balle. On a retrouvé une balle dans la colonne vertébrale et une autre. L'autre balle a été retrouvée au niveau des poumons. Les balles proviennent d'un revolver de calibre 38. On a retrouvé 2 balles, mais il n'y avait qu'un seul trou. Ce qui veut dire que les balles étaient rentrées par le même trou. Ça nous a mené à penser qu'il s'agissait d'un assassinat. La décomposition rendant l'identification impossible, le médecin légiste se concentre sur les empreintes de la victime. On peut utiliser le talc qui nous sert à relever les empreintes dans les cas normaux pour reconstituer celles de la victime. La police compare ces empreintes aux milliers d'empreintes recensées dans la base de données de Californie et trouve une correspondance. La victime, âgée de 21 ans, s'appelle Kay Bradley et a déjà été arrêtée par le passé pour prostitution. Son dossier révèle qu'elle a grandi à Los Angeles. À l'école, c'était une bonne élève. Elle faisait du cheval et de la danse. Sa tante, qui a préféré garder l'anonymat, nous explique que Kay méritait une vie brillante. C'était une artiste. Elle aimait chanter et danser depuis qu'elle était toute petite. Elle était très sage. Je ne crois pas qu'on l'ait jamais grondée ou punie. Elle était très proche de sa famille. Après avoir quitté le lycée, Kay fait des choix regrettables. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a rencontré des personnes mal intentionnées, qui s'est mise à prendre de la drogue et qui a fini par traîner avec des gens que je ne qualifierais pas de fréquentables, si j'étais son père. Toute la famille était effondrée. Dans ces cas-là, on cherche toujours à comprendre comment et pourquoi ça s'est passé et qui est responsable. Devenue toxicomane, la jeune Kay se prostitue pour subvenir à ses besoins en drogue. Pour tenter de retracer son emploi du temps le jour de sa disparition, les policiers interrogent les prostituées de Bakersfield. Mais aucune ne se souvient l'avoir vue ce jour-là. Les mois passent. Après des centaines d'interrogatoires et de contacts, l'enquête piétine. Alors que les chances d'identifier le meurtrier deviennent quasiment nulles, un événement tragique relance l'enquête. Le cadavre d'une seconde jeune femme est découvert dans un canal d'irrigation. À ce moment-là, on se demande s'il s'agit d'un tueur en série. Peut-être qu'une force supérieure ou que la danse des planètes pousse certaines personnes à agir comme ça. Un an après le meurtre de Kay Bradley, le corps d'une seconde jeune femme est découvert dans le même canal d'irrigation à la périphérie de Bakersfield, en Californie. A priori, il s'agit d'une adolescente, mais il est impossible de procéder à une identification. Les questions étaient simples. Qui a fait ça? Qui est-ce? Ce qui est le plus difficile à déterminer dans une enquête pour homicide. L'autopsie révèle que la jeune fille a été tuée par balle. 3 coups d'une arme de calibre 38. Elle a reçu plusieurs coups de face. Elle est tombée. Et c'est à ce moment-là que l'assassin lui a tiré une balle dans le dos. Les enquêteurs passent le canal au peigne fin à la recherche de preuves. Sur le rebord de ciment, on a remarqué qu'il y avait plus de sang. D'après les indications de la scène de crime, on sait que le véhicule s'est arrêté. Le meurtrier s'est garé. Il y a une certaine agitation. La victime a été blessée. Elle a saigné. On suppose qu'il s'agit du sang de la victime. Ensuite, l'agresseur l'a traînée jusqu'au canal et l'a balancée dedans. La police relève 3 empreintes de chaussures dans la boue qui borde le canal. Elles sont identifiées comme provenant de chaussures de course à pied. Le médecin légiste Greg Laskowski analyse les balles retrouvées dans le corps de la victime. Il se concentre sur les marques créées lorsque la balle passe à travers le canon. Elles sont spécifiques à chaque arme à feu. Il les compare à celles des balles récupérées sur Kay Bradley. Elles correspondent parfaitement. Les balles retrouvées sur la victime du premier homicide et celles récupérées sur le second cadavre présentaient les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'elles avaient le même calibre et appartenaient à la même catégorie. Les caractéristiques des empreintes de tir étaient également identiques. L'arme du crime est un Colt de calibre 38.
Je connais bien ces armes car j'en possède une moi-même. Les balles aussi sont inhabituelles. Elles étaient un peu plus légères que les balles normales de calibre 38. C'étaient des balles semi-chemisées à pointe creuse qui correspondent aux cartouches que l'on donne aux agents de police. À cette époque, je me suis dit une fois de plus qu'on devrait chercher le coupable parmi les agents de police, les agents de sécurité ou les gardiens de prison. Car le meurtrier ne s'était pas débarrassé de l'arme. Il l'avait gardée. La première chose à faire pour les enquêteurs, c'est identifier la jeune fille. Son signalement ne correspond à personne parmi les portées disparues et ses empreintes n'apparaissent pas dans la base de données de l'État de Californie. Ayant retrouvé un emballage de préservatif sur la scène du crime et à en juger par les habits que la victime portait, les enquêteurs la soupçonnent d'être une prostituée. On a montré un Polaroid de la victime un peu partout. Et dès le premier soir, on a eu la chance de tomber sur une prostituée qui a reconnu la jeune fille et qui se souvenait de l'avoir vue. La victime est enfin identifiée. Il s'agit de Tracy Clark, âgée de 15 ans. Elle avait fait une fugue et quitté sa ville de Seattle. La dernière fois que son amie prostituée l'a vue, elle était avec un client à bord d'un véhicule peu commun. Elle a aperçu Tracy Clark monter à bord du véhicule et c'est la dernière fois qu'elle a été vue vivante. Son ami a dit que le véhicule était une camionnette de couleur claire, équipée pour le camping avec des vitres en plastique sur les côtés. 2 jeunes femmes ont été tuées à Bakersfield dans des conditions similaires et jetées dans un canal. L'arme du crime, un revolver Colt de calibre 38, a été utilisé avec les cartouches réglementaires qu'emploient les policiers. Grâce au témoignage d'une prostituée, les enquêteurs apprennent aussi que le tueur présumé roulait à bord d'une camionnette blanche spécialement équipée pour le camping. En recoupant ces 2 dernières informations, les policiers passent au crible membres de leur communauté. Ils découvrent bientôt qu'un de leurs collègues possède un pick-up qui correspond au signalement. Son propriétaire se nomme David Rogers. Il est shérif adjoint et, comble d'ironie, il est l'ancien partenaire de l'inspecteur Solis chargé de l'enquête. On a fait équipe pendant, je ne sais pas, 2 ou 3 ans dans ces eaux-là. Il me prêtait main forte et je faisais la même chose pour lui. On buvait des cafés ensemble. Le shérif adjoint Rogers, un vétéran des forces de police, est très apprécié et hautement respecté. Pour voir si son véhicule correspond à celui dans lequel Tracy est montée, les enquêteurs font une expérience plutôt inhabituelle. Je suis passé prendre le témoin chez elle. Je lui ai dit qu'on allait faire un tour et que je voulais voir si elle reconnaissait un véhicule. L'inspecteur Ledge lui montre plusieurs véhicules du même type dans Bakersfield. Mais le pick-up qu'elle identifie sans hésiter est garé devant la maison du shérif adjoint Rogers. Tout d'un coup, elle s'est mise à hurler « C'est cette camionnette, c'est celle-là. Allez l'arrêter, il faut l'arrêter. » Je lui demande si elle en est sûre et elle me répond « J'en suis certaine. » Lors de son interrogatoire, Rogers nie toute implication dans les meurtres. Son arme de service, un Magnum 357 Smith & Wesson, n'est définitivement pas l'arme du crime et rien n'indique que Rogers ait jamais possédé un Colt de calibre 38. Les enquêteurs et l'accusation ne peuvent se contenter de simples soupçons sur la culpabilité de Rogers. Mon métier, c'est de présenter assez de preuves pour pouvoir passer la barrière du doute. Nous avons une juridiction qui détermine dans quel cas on doit douter et dans quel cas tout est clair. Il faut aller au-delà du simple doute, des premiers soupçons. Il faut être sûr que c'est cette personne et pas une autre qui a commis ce crime. Pour l'instant, la police de Bakersfield a 2 meurtres non résolus et un suspect qui fait partie des forces de l'ordre sur les bras.
Les enquêteurs décident de retourner voir le témoin qui a vu la deuxième victime, Tracy Clark, entrer dans la camionnette pour voir si elle peut identifier le conducteur. Pour cela, il lui montre des photos d'identité de 6 hommes différents. J'ai dit au témoin que j'allais lui montrer une série de photographies parmi lesquelles se trouvait peut-être celle du coupable. J'ai précisé qu'elle ne devait pas se sentir obligée de donner une réponse positive. La réponse est immédiate. Elle a dit que c'était l'homme qui était au volant de la camionnette dans laquelle Tracy est montée la dernière fois que quelqu'un l'a aperçue vivante. Elle a identifié Rogers, David Rogers. À ce moment-là, je n'ai pas voulu y croire. C'était inconcevable pour moi qu'un shérif adjoint soit coupable du meurtre de 2 prostituées. Une fois de plus, le shérif adjoint Rogers nie toute implication dans les meurtres. Le fait que ce soit des collègues qui l'interrogent semble rassurer Rogers. Il adopte une attitude plus que décontractée lors des interrogatoires. C'est là qu'il commet une erreur. Il pose ses pieds sur le bureau. Puis, l'inspecteur Mike Ledge se rappelle un détail. J'ai baissé les yeux, j'ai regardé ses chaussures et j'ai reconnu les semelles qui avaient laissé des empreintes près du corps de Tracy Clark. Est-il possible que Rogers, un officier de police expérimenté, porte les mêmes chaussures lors de son interrogatoire que lors du meurtre qu'on le soupçonne d'avoir commis? Les enquêteurs envoient les chaussures de Rogers à l'analyste scientifique Greg Laskowski. Au centre, il y avait un logo qui m'a permis d'identifier la marque. La taille des chaussures correspondait aux empreintes et j'ai remarqué un détail dans la semelle. Laskowski enfonce la semelle de la chaussure de Rogers dans un mélange de talc, de détergent et de poudre d'argile très fine. Le résultat est éloquent. Laskowski trouve le même dessin et les mêmes découpures dans l'empreinte de la chaussure de Rogers que dans celle retrouvée sur la scène du crime. Ça m'a fait un choc de constater que la chaussure de David Rogers correspondait aux empreintes relevées sur la scène de crime. Mais pour le procureur, Sarah Ryals, ça ne suffit pas. On peut très bien mettre 3 boules de glace dans une coupe sans pour autant que ce soit un banana split. Pour ça, il faut des bananes. Quant à la crème fouettée et le brandy, ils ne sont là que pour faire joli. Ce sont les bananes qui supportent le tout. À l'arrière de la camionnette de Rogers, la police trouve des dizaines de dessous féminins, des photos de prostituées nues et un Colt de calibre 38. C'était incroyable. Je ne saurais dire ce qu'on avait dans la tête à ce moment-là. On se demandait si c'était possible que ce soit lui ou si c'était juste une coïncidence. Pour savoir s'il s'agit de l'arme du crime, les enquêteurs tirent dans une cuve remplie d'eau pour arrêter la balle. Ça ralentit la balle relativement vite, sur une distance comprise entre 30 et 60 cm. La balle atterrit tranquillement au fond de la cuve où on peut facilement la récupérer. Après avoir comparé cette balle à celle retrouvée sur la scène de crime, les enquêteurs n'ont plus de doute. C'est l'arme qui a servi à tuer les 2 jeunes femmes. Maintenant, Sarah Ryals a tout ce qu'il lui faut. Ça paraissait évident maintenant qu'on avait tous les éléments. C'était le seul scénario possible. C'était très important. Juges, procureurs et policiers disposent à présent de suffisamment de preuves matérielles pour inculper le shérif adjoint David Rogers. L'arme retrouvée dans son véhicule est celle qui a abattu les 2 jeunes femmes. L'empreinte des semelles de ses chaussures de sport est identique à celle découverte près du canal. Et des sous-vêtements féminins étaient entassés dans le coffre de sa camionnette. Un dernier détail reste à élucider. D'où provient le Colt dont Rogers s'est servi pour commettre le double meurtre? En effectuant des recherches à partir du numéro de série, les enquêteurs découvrent que le revolver a été enregistré par le propriétaire d'un restaurant local et, fait troublant, 7 ans plus tôt, Rogers avait enquêté sur un cambriolage dans le restaurant en question. Aurait-il profité de l'occasion pour voler l'arme qui se trouvait derrière la caisse? Rogers est rentré dans le restaurant, il a mis le revolver dans sa poche et a enregistré la déclaration de vol du propriétaire. Puis il a gardé l'arme qu'il a utilisée pour tuer 2 êtres humains. C'est ça qui m'a mis hors de moi.
David Rogers est arrêté et reconnu coupable de 2 meurtres avec préméditation. Lorsque Dave Rogers a été reconnu coupable et arrêté, j'étais en colère, j'étais choqué. J'avais déjà mis ma vie entre ses mains. Vous imaginez, dans d'autres circonstances, j'aurais pu moi aussi devenir une de ces victimes. Un tas de pensées obscures m'ont traversé l'esprit à ce moment-là. Pendant sa garde à vue, l'accusé apparaît sous un jour effrayant et montre comment un père de famille, a priori normal, peut se transformer en tueur compulsif. Je deviens fou dans ma tête, ça tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai une idée en tête, ça m'obsède. Et ça n'en finit plus de tourner. Les citoyens de Bakersfield sont choqués d'apprendre qu'un agent de police est accusé d'avoir tué Kay Bradley, âgé de 21 ans, et Tracy Clark, âgé de 15 ans. La femme de David Rogers, elle aussi, a du mal à y croire. C'était un père de famille formidable. Et un homme bien. Du moins le David Rogers que je connaissais. C'est difficile d'imaginer qu'un homme pareil puisse être un tueur. Et de surcroît, un tueur de sang-froid. Mais les preuves sont irréfutables. Lors de son procès, la question n'était pas l'accusé est-il coupable, mais qu'est-ce qui l'a poussé à tuer et ces meurtres étaient-ils prémédités? Que se passait-il dans sa tête lorsqu'il les a tués? Dans un entretien enregistré avec le psychologue de la prison, Rogers admet être allé voir des prostituées. Je suis pas raciste. J'ai fait appel à des Noirs, des Blanches, des Mexicaines. Le terme « faire appel » me paraît bien formel. Peut-être, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai fait appel à des prostituées. Finalement, Rogers admet avoir emmené Tracy Clark jusqu'au canal. Là, ils auraient eu une dispute. Et j'imagine qu'elle lui a fait un commentaire du genre « On est ici depuis trop longtemps. Donnez-moi mon argent. » Je sais plus si elle a dit que j'étais un pédé, une tapette ou un truc du genre, mais je crois qu'elle a dit que j'avais des préférences sexuelles bizarres. Rogers affirme qu'il a éjecté Tracy de sa camionnette, mais qu'elle s'est plantée devant, décidée à ne plus bouger. Il dit aussi qu'elle l'a menacé de porter plainte contre lui. Il a plaidé la légitime défense. Il a dit que Tracy Clark s'était mise à crier, à hurler, à le griffer, et que les choses s'étaient envenimées. Mais Rogers a commis 2 erreurs. Il est sorti de la camionnette pour traîner le corps de Tracy jusqu'au canal en laissant les empreintes de ses chaussures dans la boue. Puis il a remis les mêmes chaussures pour son interrogatoire. On a eu beaucoup de chance, car il a fait preuve de négligence. Il a été très négligent. Il a laissé des indices sur le lieu du crime. Il a laissé des indices dans sa camionnette, chez lui. Rogers n'est pas capable d'expliquer pourquoi il a tué Kay Bradley, sa première victime. Il a fait un drôle de commentaire. Il a dit « S'ils disent que c'est mon arme, alors j'ai dû le faire, mais je ne m'en souviens pas. » Pour justifier ses actes, Rogers explique que lorsqu'il était enfant, ses parents ont abusé de lui, psychologiquement et physiquement. L'histoire du type formidable qui se transforme en tueur à cause de traumatismes qu'il a vécu lorsqu'il était enfant me donne envie de vomir. Rogers laisse entendre qu'il ne craint pas la peine de mort. J'assume d'avoir tué cette personne. Je ne crois pas que je mérite de vivre. Vraiment pas. Êtes-vous en train de dire que, d'une certaine manière, vous avez provoqué votre propre chute? Je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Vous aviez tout prémédité? Oui. David Rogers est jugé pour les meurtres de Kay Bradley et Tracy Clark. Il n'aura fallu que 2 jours au jury pour rendre son verdict. Il est condamné à mort. Les jurés aiment maîtriser tous les éléments d'une enquête. Ils aiment jouer, non pas aux détectives privés, mais aux auteurs omniscients de polar, qui, à partir d'un faisceau d'indices élaborés, arrivent à démontrer qui est le coupable. En ce qui me concerne, c'est l'homme le plus abject que j'ai rencontré. Il me survivra probablement. Il respire peut-être comme moi. Mais je suis fier de payer mes impôts pour qu'il ne respire plus jamais le même air que moi.
Ce qui m'a le plus marqué dans cette affaire, c'est la capacité de cet homme à mener une double vie. D'un côté, il était accepté et respecté en tant qu'officier de police, et la nuit, c'était Mr. Hyde. Il sortait et exprimait une autre facette de sa personnalité. Il avait réussi à tromper tout le monde, jusqu'à ce que les enquêteurs et les médecins légistes ne l'arrêtent. David Rogers a été condamné à la peine capitale. Cette tragique affaire illustre bien la dualité qui habite parfois des personnalités complexes et malfaisantes. Et les choses prennent naturellement un relief particulier lorsqu'il s'agit d'un policier. Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Shérif compétent le jour, tueur de sang-froid la nuit, Rogers était un homme à deux visages, capable du meilleur comme du pire. Une question se pose néanmoins. Connaissant parfaitement les méthodes d'investigation de ses collègues, il est quand même étrange que Rogers ait pu accumuler autant d'erreurs. Pourquoi, en effet, s'est-il présenté à l'interrogatoire avec les chaussures qu'il portait aux pieds le jour du premier meurtre? Pourquoi a-t-il laissé dans le coffre de sa voiture l'arme des crimes et les sous-vêtements féminins qui allaient prouver sa culpabilité? A-t-il été négligent ou trop sûr de lui? À moins qu'il ait volontairement fourni des preuves pour être pris et faire cesser les forces maléfiques et incontrôlables qui le hantaient. Je laisse à chacun de vous le soin d'en décider. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour 2 nouvelles enquêtes impossibles.